On est parti pour 30 minutes. Merci à l'association de m'avoir invité. Merci en particulier à Mathieu pour son invitation. Voilà, on va bientôt commencer. Prenez place. Et surtout, merci à vous toutes et vous tous d'être là. Vous êtes bien héroïques ce matin. Vous êtes levés pour certains à 6 heures et vous affrontez le froid dijonnais pour venir écouter cette conférence anxiogène. Donc je vous félicite. Je vous promets que cette conférence ne sera pas que anxiogène, elle sera également profondément pessimiste et déprimante. Alors, alerte rouge au royaume des glaces, les changements globaux dans les milieux polaires. Est-ce que tout le monde m'entend correctement au fond? Parfait. Je me permets de me présenter très rapidement. Je suis enseignant, professeur agrégé à la fac, juste à côté, à l'université de Dijon. J'ai eu la chance de travailler sur la base Alfred Faure. Vous savez que la France possède des petits confettis territoriaux en Antarctique, en subantarctique. J'ai pu travailler sur le grand albatros de Crozet. Et puis, j'ai longuement travaillé également en Antarctique à la base du mont d'Urville, auprès des manchots et des pétrels des neiges. Puis mes pas m'ont mené tout là-haut, dans le Grand Nord, au Svalbard, dans l'océan Arctique, qui est le sujet de notre conférence ce matin. Un endroit assez fascinant. Vous avez là-haut des oiseaux extraordinaires, que sont les moitivoires, et qui sont capables de traverser intégralement la calotte polaire groenlandaise, des oiseaux qui sont capables de nicher sur la glace. Donc on est vraiment sur une autre planète. Et on va parler aujourd'hui d'une autre planète. En préambule, je voudrais définir ce qu'est l'Arctique. C'est très simple. Cela constitue l'ensemble des terres qui sont situées à l'intérieur du cercle polaire à 66 degrés nord, c'est-à-dire tout endroit où, au moins une fois dans l'année, vous pouvez avoir un soleil de minuit. Les biologistes ont une définition un peu plus scientifique. Ils vont invoquer l'isotherme des 10 degrés. L'Arctique serait ainsi l'ensemble de ces régions que vous voyez à l'écran, Groenland, nord de la Sibérie, nord du Canada, dans lesquelles au mois de juillet, la moyenne ne dépasse pas les 10 degrés. Bon, c'est une définition qui a l'avantage d'être plus écosystémique et nous allons y trouver de la toundra, du renne et autres petites fleurs valeureuses comme le saxifrage. Mais trêve de définition trop scientifique. Je n'ai pas envie de vous assommer dès le début. Je voudrais vous donner une définition de cœur. Pour moi, l'Arctique, c'est une terre absolument fascinante, sauvage. Nicolas Bouvier disait qu'en voyage, l'essentiel, c'est de se perdre. Et je vous garantis que lorsqu'on se perd en Arctique, et ça nous arrive régulièrement dans ces fjords labyrinthiques, on est toujours fasciné par cet alliage des éléments, des montagnes pointues qui culminent au-dessus de glaciers à perte de vue, la grande barrière de glace de Borosvelbreen au Svalbard, désolé pour l'accent norvégien, avec ses baies d'hier qui tombent dans l'océan glacial. Et puis c'est ce rendez-vous amoureux où chaque été, vous avez des centaines de milliers et même des millions d'oiseaux qui se donnent rendez-vous pour tenter de se reproduire sur des falaises en attendant le retour des conditions favorables. Et puis, si vous avez la chance de marcher dans les fjords de l'Arctique, vous verrez aussi quelques petites fleurs, du coquelicot. Oui, il y a du coquelicot en Arctique, le pavot polaire, qui est l'emblème du Svalbard. Bon, dois-je parler des bestioles que vous attendez certainement dans cette conférence, à commencer par le renard polaire, qui vient régulièrement renifler nos sacs à dos quand on fait des observations botaniques, et qui, blanc en hiver, va suivre les traces du grand prédateur, qui est le symbole de ces terres menacées, qui est l'ours polaire. Les Inuits suivaient en fait les traces de renard polaire, puisque le renard aime bien consommer les restes du repas de l'ours. Voilà, l'Arctique, c'est toujours cette terre où, au printemps, vous avez quelques petites boules de poils adorables qui émergent de leur tanière et qui découvrent le monde. Et puis, quand on vient à la nuit polaire, comme vous le savez, les esprits des morts se mettent à danser. Ça, ce sont les contes inuits et qui expliquent l'origine de ces aurores boréales. Bon, mais au-delà de ces cartes postales, l'Arctique, c'est aussi une terre extrêmement vivante, moderne, humaine, des villes, des êtres humains comme vous et moi. Donc, bienvenue à Longyearbyen, la capitale du Svalbard. On est à 79 degrés de latitude nord. Et si vous y allez, vous verrez des bars, des jeunes, la vie étudiante, des crèches, une école maternelle et même une station essence. Voilà, et si vous aviez eu une enfance groenlandaise, eh bien, vous seriez né les pieds dans la glace, vous grandissez dans la neige, et la glace, vous le savez, est omniprésente dans ces terres. Voilà, alors on ne peut pas toujours avoir des jeux de balançoire quand on est un petit garçon ou une petite fille groenlandaise, mais rassurez-vous, ils ont d'autres jeux, comme manger des stalactites de glace, ou encore faire l'andouille sur le lac gelé, ou faire un trou dans la glace et pêcher, et puis bien sûr, leur jeu préféré, sauter au-dessus des fractures dans la banquise.
On tombe parfois à l'eau, je vous garantis que c'est assez revigorant. Voilà pour ce préambule. Je voudrais distinguer, car je sais que certaines et certains ont la question en tête, l'Arctique de l'Antarctique. Alors c'est très simple. L'Arctique, c'est au nord, c'est le Grand Nord. L'Antarctique, c'est au sud, c'est vers le pôle sud. Et ce sont deux univers extrêmement distincts. Au nord, vous avez un océan couvert de banquise, avec une calotte, celle du Groenland. Au sud, rien à voir. Nous avons un continent qui porte une calotte polaire, laquelle est entourée de banquise. Donc les écosystèmes, ils sont profondément différents. Et puis, on va faire un petit striptease. Enfin, nous allons déshabiller l'Arctique et l'Antarctique. Et si on déshabille l'Arctique, eh bien, on tombe sur des abysses qui sont profonds de plusieurs kilomètres, 4 kilomètres au pôle Nord, jusqu'à 5 kilomètres dans les zones les plus profondes. Donc on est bien sur une mer gelée. Alors que si on déshabille l'Antarctique, on tombe sur une chaîne de montagnes inconnue et pourtant plus grande que les Alpes, les monts transantarctiques, qui culminent à 4 kilomètres. Figurez-vous que ces montagnes ont été des obstacles assez sérieux en 1910-1911 pour la conquête du pôle Sud. Voilà, pour résumer, si vous allez au pôle Nord et que vous faites des images, eh bien, vous allez voir une mer gelée avec ses animaux. Et puis, si vous allez au pôle Sud, vous allez voir des bases sur un continent, des icebergs géants qui déboulent des calottes, des plateformes de glace, et puis notre fameux manchot, qui est bien austral, qui n'est pas du Grand Nord. Voilà, alors j'ai une énigme pour vous stimuler, car je vois que certains déjà s'endorment. Notre planète n'est pas la seule à posséder des calottes polaires. Quelle planète possède des calottes polaires à l'égal de la nôtre, qui se lance? J'entends des petits chuchotements. Voilà, Mars. Nous avons un pôle sud, nous avons un pôle nord sur notre planète jumelle, on pourrait le dire ainsi, sur notre petite sœur. Bon, ce n'est pas la même glace, c'est de la glace carbonique mélangée à de la glace d'eau, mais néanmoins, nous ne sommes pas les seuls à posséder ces univers englacés. Et il y en a une autre, figurez-vous. Il y a un autre astre du système solaire qui possède de la banquise et une calotte polaire. Là, c'est plus difficile. Et ça n'est pas une planète. Ce sont des satellites ou bien un planétoïde comme Pluton. Je vous encourage à aller la visiter. Hein, ce n'est pas très loin d'ici. On est à peu près à 4 milliards de kilomètres environ de Dijon. Et puis si vous observez le paysage, vous verrez des glaciers d'azote qui se déversent sur des plaines de méthane gelé. C'est super, mais pour votre trek, vous allez prévoir une petite doudoune parce que la température est d'environ moins 233 degrés. Voilà, autrement dit, nous sur la planète, il fait chaud. Bref, vous l'avez compris, revenons sur Terre. Je suis amoureux de ces terres polaires qui me tiennent à cœur et je dois le dire que la situation, précisément, me fait mal au cœur. En juillet, j'étais ici au glacier de Palander, en terre du Nord-Est. On est au nord de la Norvège. Et je vous le dis, ce glacier, on le voit reculer de semaine en semaine. D'une semaine sur l'autre, on voit la limite des glaces à l'œil nu qui recule et on voit cette fonte qui donne ces baies bleues qui coulent dans l'océan. En août dernier, au Groenland, pour la première fois, j'ai vu des véritables cascades qui descendaient d'un iceberg et non pas d'une calotte polaire. Il faisait si chaud que ça ruisselait, à tel point qu'on était tous presque surpris de cette intensité. Et puis en juillet 2023, on était en t-shirt à Longyearbyen à 79 degrés de latitude. Il y avait un dôme de chaleur à ce moment-là. Dois-je évoquer le sort de l'ours? On voit de plus en plus d'ours qui se mettent dans l'eau parce qu'ils ont trop chaud, ils sont en hyperthermie. On voit des ours piégés à Charles XII qui vont manger de l'herbe parce que la banquise est trop loin et que l'effort de nage serait trop important. Et puis, régulièrement, il y a des mentions d'ours qui vont s'aventurer très loin de leur terre, à plus de 1000 km en recherche de nourriture, la banquise étant trop loin. Puis laissez-moi vous narrer un petit souvenir au sud du Groenland. J'arrive dans un village à Pilatok et quand on arrive dans un village, on cherche à rencontrer le chef du village, on discute, puis on demande l'autorisation en fait d'ancrer dans la baie. Et puis pour discuter, pour me familiariser avec lui, je lui demande, et alors, qu'est-ce que vous pêchez à travers la banquise en hiver et quand est-ce que vient la banquise? En février, en janvier? Et il éclate de rire. Et il me dit, mais mon ami, quand j'étais petit, oui, mais ça fait 30 ans qu'on n'a plus de fjords gelés en hiver. Et pour eux, c'est une évidence. Le climat change. Donc oui, l'Arctique change. Et dans une première partie, au menu de cette conférence, nous en préciserons les principaux faits, les preuves. Puis nous répondrons brièvement à cette question
que l'on se pose, que les biologistes se posent. L'ours polaire va-t-il s'adapter avec toute la nuance qu'il convient d'associer à ce mot? Et puis si nous avons le temps, nous verrons si l'histoire humaine peut éclairer notre futur commun, notre futur collectif. Est-ce que ce programme vous convient? De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes bloqués ici. Premier acte, dans cette vaste comédie dramatique avec un scénario connu d'avance et un très mauvais metteur en scène qui s'appelle l'espèce humaine, Homo sapiens, on va examiner quelques faits. L'Arctique est en surchauffe, les hausses de température, elles sont mesurées et elles sont importantes. Ce sont des courbes que je ne vais pas expliquer, vous les connaissez. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ce chiffre est issu de centaines de milliers de mesures de stations météorologiques présentes dans le Grand Nord et ont fait l'objet de nombreux articles, notamment dans Nature, dans la littérature scientifique. Et encore une fois, ce sont bien des mesures, ce ne sont pas des modèles, c'est actuel. Je prends un exemple, le 25 juillet 2020, un dôme de chaleur au Spitzberg a provoqué une véritable canicule avec des températures qui dépassaient les 20 degrés à des latitudes invraisemblables. Et puis, certains secteurs de l'Arctique se réchauffent jusqu'à 12 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et à nouveau, ce sont des mesures, et je peux en témoigner, puisque à l'île Charles XII, on a de moins en moins de glace, et on a de plus en plus d'ours qui sont là à brouter de l'herbe. Donc c'est un fait. Et pour reprendre les mots d'un caricaturiste, une telle chaleur, c'est carrément surréaliste. Surréalistes aussi sont ces images qui nous sont parvenues en 2019 d'une calotte polaire qui fondait si vite que la banquise était une sorte de fleuve qui récupérait ses eaux de fonte. Surréalistes aussi furent ces mortalités extrêmes de rennes au Svalbard en 2019, des rennes qui ne pouvaient plus manger parce qu'il avait plu plutôt que la neige, et derrière il avait gelé et le sol était complètement verglacé. Ils ne pouvaient plus accéder à leur nourriture naturelle que sont les lichens et les plantes. Surréalistes aussi furent la mortalité des manchots en Terre Adélie en 2018, avec 100% des poussins qui sont morts. De même, la pluie a remplacé la neige occasionnellement en péninsule antarctique. Pour ma part, c'est vraiment en 2014 que j'ai vraiment été saisi d'effroi par la réalité du changement, puisqu'en 2014, les premières pluies de l'histoire humaine ont été observées à la station du Mont d'Urville où j'ai eu l'honneur de travailler. Surréaliste également sur ces nouvelles, on va dire, thermiques au niveau de l'Antarctique. En mars-avril 2022, un dôme de chaleur avec, tenez-vous bien, des températures localement supérieures de 40 degrés aux normales saisonnières, plus de 40 degrés par rapport aux normales saisonnières suite à un mouvement de masse d'air en surchauffe. Bon, si on prend un peu de recul, la planète chauffe, c'est un fait, c'est une évidence. Le GIEC le dit clairement, c'est une certitude, il n'y a pas d'équivoque possible, et on va retenir que les 10 années les plus chaudes de l'histoire humaine récente correspondent aux 10 dernières années, 2014, 2015, 2016, etc., jusqu'en 2023. Pas dans l'ordre, mais ce sont bien les 10 années les plus chaudes jamais mesurées. Vous le savez, 2023 a été marqué par des records climatiques inquiétants. On se souviendra de l'Amazonie à sec pour la première fois de son histoire, enfin certains affluents de l'Amazonie. J'avais un collègue qui travaillait là-bas, qui m'appelle et qui me dit « je ne peux plus travailler ». « Comment ça, tu ne peux plus travailler ?»« Bah oui, j'ai plus de moyens de transport. »« Comment ça, tu n'as plus de moyens de transport ?»« Le bateau, il est dans la boue. » Voilà, pendant quelques semaines. Les grands incendies, les grands feux, les super feux ou méga feux, comme on les nomme au Canada. L'été arctique 2023 fut le plus chaud jamais enregistré. Je passe vite parce que je n'ai pas envie que vous soyez trop déprimés. Le verdissement de la toundra a été anormalement élevé et les fleurs poussent. C'est normal, il fait plus chaud. La plupart des mers arctiques ont été anormalement chaudes en 2023. Et pour continuer cette litanie, ce requiem, l'étendue de la banquise arctique plus antarctique a été la plus basse jamais enregistrée l'an dernier, avec à l'échelle mondiale une année record. La température moyenne globale de surface planétaire fut de 1,48 degrés, supérieure à l'ère pré-industrielle. Est-ce que ça fait tilt dans votre tête, ce chiffre qui s'approche du 1,5 degré? 1,5 degré, peut-être que cela fait tilt. 2015, un petit coup de marteau, M. Fabius qui signe les accords, qui entérinent les accords de Paris. 1,5 degré, c'était l'objectif pour la fin du siècle. Voilà, nous y sommes. La montée des eaux l'an dernier a été la plus haute jamais enregistrée, 3/4 de centimètre en une seule année à l'échelle planétaire. Donc, si vous devez retenir un chiffre pour l'expliquer à vos enfants, par exemple, tous les 6 mois, actuellement, au cours des 2 dernières décennies,
la mer monte de l'épaisseur d'une pièce de 1 euro, 2,3 mm tous les 6 mois en moyenne. Donc si votre petit garçon, votre petite fille va voir la mer et qu'il revient 6 mois après, eh bien, vous allez voir qu'on peut imaginer que cette mer, cet océan, a monté de l'épaisseur d'une pièce en seulement 6 mois. Bon, alors c'est une énorme pièce, hein. C'est une pièce qui fait 360 millions de kilomètres carrés, et cela représente des volumes considérables. Ça semble de la science-fiction, mais il y a des peuples qui sont plus pragmatiques que nous. Jakarta, en Indonésie, commence son déménagement. Vous avez 10 millions d'habitants qui sont menacés par la montée des eaux, et les travaux de la nouvelle capitale, délocalisés en forêt, ont commencé. 50 milliards de dollars, le coût du réchauffement climatique. Bangkok va également se déplacer. À la fin du siècle, Bangkok, c'est 95% des 10 millions d'habitants qui sont dans l'eau. Ils le savent, donc ils ont des plans de déménagement. Voilà, j'entendais parler du réchauffement climatique, c'est le moment de citer Jean-Marc Jancovici. Depuis longtemps, je me réfugiais derrière une échéance lointaine. Maintenant, je pense que nous sommes toutes et tous conscients, cela devient réel. Deuxième scène. Il y a une mauvaise ambiance, non, vous ne trouvez pas? Alors, qu'est-ce que le permafrost? C'est ce sol gelé qui cristallise beaucoup de fantasmes autour des virus, mais qui surtout pose plutôt des problèmes pragmatiques. En Alaska, c'est pourquoi mon canapé bouge tout seul la nuit, parce que la maison penche, même chose en Sibérie. Et puis, en Alaska également, les morts la nuit semblent faire la fête, hein, clairement, puisque les cimetières changent d'allure. Et puis à Kangerlussuaq, un aéroport que j'ai eu l'occasion de fréquenter au Groenland, eh ben, on va bientôt plus trop pouvoir atterrir parce qu'il y a des trous, il y a des fissures dans la piste. C'est normal, ça fond en dessous. Ils vont devoir reconstruire entièrement la piste. De même que certaines routes d'Alaska sont assez amusantes à vélo, un peu moins en voiture, et il va falloir tout reconstruire. Alors on ne le sait pas, mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 2016, un village a été déplacé en raison du réchauffement climatique. Le conseil municipal s'est réuni. Ils ont constaté que le permafrost fondait si vite que l'érosion côtière était trop importante et ils ont choisi, ils ont voté de déplacer totalement leur village. De même, en 2016, on a recensé la première victime directe d'une épidémie à la suite du fonte du permafrost, puisqu'un petit garçon a contracté l'anthrax, une bactérie qui avait été relarguée par un renne décongelé suite à la fonte du permafrost. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes infectées, plusieurs centaines de rennes tuées, mais il y a eu un décès humain, c'était un petit garçon qui est donc officiellement la première victime d'une épidémie liée au changement climatique. Donc vous l'avez compris, le permafrost est une bombe à retardement. Quand on regarde cette carte et qu'on se rend compte de l'étendue de ce permafrost, on peut anticiper des effets importants. La fonte est observée, je ne rentre pas dans le détail, par des mesures satellitaires. Alors dois-je parler des 15 virus récemment ressuscités dans ce sol gelé par une équipe du CNRS d'Aix-Marseille? Non. Non, j'ai pas envie de provoquer une épidémie de panique sur BFM TV, ni d'être responsable de la prochaine pénurie de pâtes au supermarché, mais sachez que oui, il y a des virus dans le permafrost, mais la contamination vers l'homme n'est pas avérée, hein. Tel n'est pas le cas, on pourra en reparler, il n'y a pas d'alerte rouge de ce point de vue-là, c'est simplement un constat. Dans notre troisième scène, j'en viens à ce qui vous intéresse certainement le plus, à savoir la fonte des glaces. Quelques chiffres. L'étendue de la banquise arctique estivale diminue de 12% par décennie depuis 1980. Ce sont des mesures et non pas des modèles. En termes de modèles, l'Arctique devrait connaître, selon des auteurs d'un article dans Nature l'an dernier, son premier été libre de toute glace entre 2030 et 2050. Ce sont des modèles qui ont une fiabilité qui peut être discutée, mais il est possible que dans les 2 décennies qui viennent, on assiste pour la première fois à un océan du pôle Nord totalement dépourvu de glace, c'est-à-dire qu'on le traverse en kayak et que l'ours polaire va changer ses habitudes, s'il le peut. Ça n'est pas garanti. De manière plus alarmante, l'Arctique a perdu 95% de sa banquise depuis le début des mesures, depuis 1985, de sa banquise pluriannuelle. C'est-à-dire que, pour simplifier, notre Arctique, il fond. Voilà. 99% des glaciers sont en recul au Svalbard. Il y a de nombreuses images qui permettent d'en attester. Et bien sûr,
On va prendre un exemple, le glacier de Liliouk, eh bien, il a reculé de 6 km depuis 1936. Alors il y a plusieurs facteurs, hein, il y a des facteurs naturels, mais il y a surtout une composante anthropique. Donc oui, pour reprendre les mots de Victor Hugo, la nature nous parle, mais le genre humain ne l'écoute pas. Et enfin, vous le savez, la quasi-totalité des calottes polaires perdent de la masse. J'ai mis les courbes pour référence, mais on va retenir un chiffre. Toutes les 2 secondes, la calotte du Groenland perd 10 000 tonnes de glace, soit le poids de la tour Eiffel, mais en glace. Voilà. À l'échelle planétaire, en 1 seconde, 40 000 tonnes de glace fondent sur notre belle planète, c'est-à-dire l'équivalent de 4 tours Eiffel. Et puis on parle beaucoup de la mer de glace. À l'échelle planétaire, cette mer de glace alpine, elle fond en 3 minutes en termes de volume. C'est-à-dire que la Terre perd toutes les 3 minutes l'équivalent du volume de cette mer de glace. Tout ceci est issu d'études de glaciologie assez approfondies. La Terre perd actuellement plus d'1 trillion de tonnes de glace par an, c'est-à-dire l'équivalent d'un cube d'arête de 10 km de côté. Voilà, je vais passer sur d'autres données secondaires que j'aurai plaisir à expliquer. Je voudrais vous parler plus précisément, non pas de l'amincissement des fleuves de glace, je ne vais pas vous assommer avec ça, je voudrais vous parler simplement du bilan. Oui, quelque chose a changé en Arctique, et si on synthétise, les changements globaux affectent la température de l'air et de l'océan, la stabilité du permafrost, nous l'avons dit, la surface et l'épaisseur de la banquise, la masse des calottes polaires, la taille et la vitesse des glaciers, la distribution, le succès reproducteur des espèces, les écosystèmes dans leur ensemble, la salinité des cours marins, etc., etc. Et la littérature scientifique est très abondante dans tous ces domaines. La morue polaire, ici illustrée, qui est un oiseau, ça c'est des formations professionnelles, qui est un poisson cryopélagique, donc qui est dépendant des glaces, eh bien, elle se fait petit à petit remplacer par la morue atlantique et autres espèces, puisque les eaux se réchauffent. Mais il y a aussi des effets très inattendus. Et pour vous le narrer, je vous emmène au nord-est du Groenland, dans un territoire assez fascinant, des fjords labyrinthiques sur des milliers de kilomètres. Eh bien, je vous emmène plus précisément dans le système du roi Oscar, un système de fjords. Le paysage, ça ressemble à ça. Des falaises plurimilliardaires, c'est-à-dire qui ont 2 à 3 milliards d'années. Nous sommes au paléoprotérozoïque. L'univers semble immuable. L'eau est calme. C'est très minéral. C'est absolument fantastique. C'est serein. On dirait une symphonie de Sibelius. Et puis l'an dernier, les sismographes du monde entier ont capté un signal étrange que les scientifiques eux-mêmes ont qualifié par humour d'OSNI, c'est-à-dire des ondulations inattendues. OSNI, c'est objet sismique non identifié. Ils ont mis plusieurs mois à retrouver, à localiser l'origine de ce signal. Et il s'avère que, au fond du fjord de Dixon, en septembre de l'année dernière, un éboulement colossal a eu lieu. Des images ont pu être récupérées par la suite. Eh bien, c'est tout un sommet qui est tombé dans le fjord, qui a provoqué une vague de submersion de plus de 200 mètres, ça n'est pas rien, ainsi qu'une onde marine qui a oscillé un petit peu comme une baignoire qu'on aurait agitée pendant 9 jours, et c'est là l'origine du signal. Une station inhabitée des autorités danoises a même été submergée par ce phénomène. Voilà, quel est le mécanisme derrière ça? Tout simplement, si vous faites fondre le glacier, eh bien, la montagne est déstabilisée. C'est comme si on enlevait des cales à la base d'une armoire. Eh bien, le sommet se casse la figure. Et pour prendre du recul, les auteurs dans cette publication concluent en disant il y a des effets inattendus qui mettent en relation la cryosphère, la lithosphère, l'hydrosphère, tout ça pour dire l'eau, la glace et la terre, et il faudra en prendre compte dans les modélisations futures des effets du risque climatique, ainsi que dans le calcul des risques climatiques. Il vous reste 5 minutes? Oui, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Nous passons justement à l'acte 2. Après néanmoins avoir cité Théodore Monod qui dit voilà, toute civilisation, toute vraie civilisation se construit sur des ruptures. Et pour éviter ces changements drastiques que j'ai tenté d'exposer en Arctique, évidemment, vous le savez, il faudra décarboner. Et ça sera l'objet, je pense, de questions lors de la table ronde. Alors j'ai un court petit chapitre à vous présenter pour terminer sur une note d'espoir. En tentant de répondre sur l'adaptation de notre animal fétiche, l'ours polaire.
Alors on ne le présente plus, hein, le dernier grand mammifère à disposer de son aire d'origine, super prédateur, sommet des réseaux trophiques en Arctique, qui doit nager de plus en plus. Et je vais prendre un exemple. Vous avez une publication récente qui fait état d'une nage extrême d'un ours qui a été équipé en Alaska. On lui pose une balise GPS. Il se déplace selon le trajet jaune. Il part de la côte d'Alaska. Il arrive vers la banquise. Et pour atteindre cette banquise, il met 10 jours. Imaginez-vous, vous nagez 10 jours sans aucune interruption, sans rencontrer d'île. Et l'énergie dépensée par cette nage colossale, 460 km aller simple, eh bien, elle est trop importante pour la physiologie de l'ours. Elle représente 13 mégajoules, c'est l'équivalent de 73 marathons pour un être humain, ou pour les amateurs de 1348 canettes de cette boisson peu recommandée. Bref, c'est plus énergivore que de marcher sur la banquise, c'est une évidence, mais encore fallait-il le mesurer et le prouver. Sans rentrer dans les détails, les changements en Arctique affectent l'aire de chasse de l'ours polaire, ses effectifs, la température du milieu de vie, la saisonnalité de la banquise, l'enneigement, indispensable aux tanières car les ours hibernent, la survie potentielle de l'espèce, mais aussi son menu. Il apparaît ces dernières années des observations étranges, étonnantes, et on va terminer avec ça. L'ours serait-il contraint de changer de menu? Vous le savez, il mange du phoque, mais le phoque est sur la banquise, et la banquise, il y en a de moins en moins. Eh bien, pendant très longtemps, on pensait que l'ours n'était pas capable de capturer une proie alternative, qui est le renne. Ici, nous avons un troupeau de rennes, je ne sais pas si vous l'apercevez, et puis ici un ours, qui, même s'il court moins vite que le renne, va tenter de l'attraper. Eh bien, la plupart des actes de chasse de l'ours sur le renne sont des échecs. C'est-à-dire que le renne s'enfuit trop vite. Mais l'ours est un super prédateur. Donc il réfléchit et il se demande comment faire. Bon, là, on a un ours qui est vraiment en chasse typique, c'est-à-dire qu'il fait semblant de rien, il broute, il tourne la tête, il dit à ses proies « Ne vous préoccupez pas de moi, je ne suis pas mal intentionné », il fait demi-tour et puis, d'un seul coup, il va prendre sa décision. Il avance toujours nonchalamment pour ne pas effrayer la proie qui se situe ici, à l'arrière de cette capture de Florian Ledoux. Voilà, la charge a lieu, les oiseaux décollent, les rennes s'enfuient, et vous le voyez, l'ours est pris de vitesse. Ça ne fonctionne pas, il ne peut pas aller aussi vite, son cœur ne peut pas suivre une telle charge pendant plusieurs minutes. Mais l'ours est malin, et en 2020, une biologiste de cette station polonaise a publié un article assez fascinant où l'ours a trouvé une stratégie, c'est-à-dire qu'il va le chasser dans l'eau. Il va capturer le renne qui nage moins vite que l'ours et ça donne un repas alternatif quand il n'y a plus de banquise. Voilà, l'ours va simplement noyer le renne, le hisser sur le rivage et le consommer, comme on peut le voir sur ces images. Ce comportement a été répété et puis reproduit par d'autres individus, ce qui explique, d'un point de vue strictement scientifique, les retards de livraison à Noël, mais ce qui explique aussi que l'ours est en recherche de proies alternatives. Cela reste hypothétique, ça n'est pas encore une certitude. On a également des ours extrêmement malins qui vont courser le renne d'une manière intelligente, c'est-à-dire non pas simplement en courant après lui, mais en l'orientant vers des endroits où il n'a aucune chance. Le renne est ici, l'ours est derrière, et l'ours le pousse vers la falaise. L'ours est ici, le renne est ici. Quel suspense. Le renne est au bord, et le renne est paniqué, n'a d'autre choix que de tester les lois de Newton, la gravité, et l'ours va le récupérer en bas et le consommer. Voilà, et enfin, de nouveaux comportements que je ne vais pas détailler, mais cela a été rapporté en baie d'Hudson. Des ours sont capables de chasser dans l'eau, ce qui n'était pas le cas auparavant, en s'en prenant à des belugas. Simplement, ils se mettent sur des rochers à marée basse, ils attendent que la marée revienne, et ils se jettent dessus pour les capturer. Donc, ils testent. Alors attention, je ne dis pas que l'ours s'adapte au changement global, car l'adaptation d'un individu n'est en nullement l'adaptation d'une espèce. Ce sont deux concepts extrêmement différents. Et l'adaptation des comportements à une situation de stress,
n'a aucune garantie de se propager aux générations suivantes. Voilà, donc je terminerai sur ce point d'interrogation. L'ours polaire va-t-il s'adapter? La réponse est on ne sait pas. Les changements sont trop rapides. Le super prédateur qu'il est, certes, éclaire ses comportements, mais ne va pas forcément se répercuter dans son génome, évidemment, c'est une évidence. Donc pour l'instant, les scientifiques également tirent la sonnette d'alarme par rapport à ce grand prédateur. Alors, j'ai pas eu le temps de faire mon troisième acte sur l'histoire qui éclaire notre futur, mais je vais citer un personnage, je voudrais lui rendre hommage, c'est Monsieur Fourier. Joseph Fourier, c'est un mathématicien français, et en 1824, il fait des petits calculs et il se dit, voilà, la Terre, elle est vraiment trop chaude. Pardon, voilà, c'est ça, trop chaude par rapport à ce qu'elle devrait être, parce qu'il y a une atmosphère. Il a découvert, il a formalisé l'effet de serre, mais surtout, il écrit en 1824, dans un texte que je pourrais vous diffuser, il écrit ceci: les mouvements de l'air et des eaux, l'étendue des mers, l'élévation et la forme du sol, les effets de l'industrie humaine, modifient les climats et les températures dans chaque climat. C'était il y a 200 ans, donc nous fêtons un étrange bicentenaire qui est celui de l'inaction climatique. Voilà, je terminerai là-dessus. Les scientifiques souhaiteraient être davantage entendus et on aura l'occasion, je l'espère, de porter haut la voix du savoir scientifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour ce récit très revigorant. Moi, j'ai 1000 questions, mais on n'a pas le temps. J'en aurai juste une. Est-ce que vous avez constaté des modifications, des capacités de recherche et d'observation dans le Svalbard, par exemple, ou en tout cas des modifications de pression liées à des grandes puissances qui bénéficient finalement de la libération de glace des très hautes latitudes arctiques? On a parlé de la Chine et de la Russie pour ouvrir de nouvelles voies maritimes d'exploitation minière et surtout d'hydrocarbures. Est-ce que ça, à votre génération de chercheurs et de naturalistes, vous avez déjà perçu des éléments là-dessus? Affirmatif. Quand on est en Norvège, le climat géopolitique, il est vraiment celui d'un climat très décomplexé où l'exploitation de l'Arctique n'est absolument pas un tabou. Les routes vont s'ouvrir puisqu'il n'y a pas de traité international de l'Arctique. Il y a un conseil de l'Arctique, mais qui est très impuissant. Il n'y a pas de traité international comme en Antarctique. Et oui, on a constaté que de manière décomplexée, l'exploitation, elle arrive. Les nouvelles voies maritimes sont déjà en place. La Russie construit de très grands ports tout au long de la côte sibérienne. Et puis plus récemment, au tout début de l'année 2024, le Parlement norvégien a tout simplement décidé, contre l'avis de l'Europe, contre l'avis de l'ONU, contre l'avis des écologues, a décidé de faire passer une loi qui autorise l'exploitation des fonds marins dans son espace maritime, des fonds marins boréaux et arctiques, pour une recherche minière extrêmement intense. C'est-à-dire que le dernier grand écosystème protégé de la planète, les fonds marins arctiques, sont désormais sujets à des perspectives d'exploitation. Donc ça pose vraiment des questions. Mais oui, si on vit, je vais chaque année là-haut dans le Grand Nord, et on voit une évolution drastique où l'écologie est en sourdine, et où les perspectives économiques sont abordées sans tabou. Les Groenlandais, par exemple, pour certains, sont très très contents d'imaginer une calotte qui recule. Ça fait moins de glace, ça fait plus d'espace, ça fait des mines. Il y a des minéraux, des terres rares en Arctique. Et pour vous répondre, oui, on est tous un peu alarmés, mais la course du monde est telle qu'elle. L'Arctique va changer drastiquement. Les économies locales vont s'y implanter, c'est évident. Juste, on n'a plus le temps, mais je ne résiste pas. Hier, on a abordé le temps long avec des éclairages sur les paléoclimats, notamment dans les écosystèmes forestiers. Est-ce que, et ça je ne connais pas du tout, est-ce qu'il y a des données paléoclimatiques et géologiques qui nous disent qu'il y a eu des épisodes en Arctique comparables en termes de réchauffement et de fonte de glace? Oui, bien sûr. Au cours des temps passés, la calotte polaire groenlandaise s'est formée, puis
elle a complètement disparu, puis elle s'est reformée, ça a pris plusieurs millions d'années. Si je prends juste l'exemple du Groenland, la calotte a commencé à se former il y a plus de 3 millions d'années, mais il y a eu des épisodes où elle a reculé, elle a régressé, mais à chaque fois c'est le même fait scientifique qu'il faut citer, c'est que la vitesse d'évolution de ces calottes, de ces glacements et de ces déglaciations, elle est très largement inférieure aux phénomènes qui se produisent actuellement. Donc c'est vrai qu'on entend souvent que par le passé, la Terre était beaucoup plus chaude, y compris en Arctique. Je vais citer une étude qui est parue il y a 2 ans dans une grande revue scientifique et qui montre par l'étude de l'ADN ancien présent à la base du permafrost au Groenland l'existence de paléoclimats tropicaux il y a 2 millions d'années au Groenland, avec des mastodontes, avec des fougères tropicales, etc. Tout ceci s'est révélé par l'ADN environnemental, mais encore une fois, ce n'est pas la température absolue qui compte, c'est la vitesse d'évolution de cette température. Voilà. Et pour l'instant, elle est trop rapide. Merci. On est bien d'accord et on reviendra sur cette question de pas de temps qui est absolument essentielle. Merci beaucoup et on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde.